crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella évidemment. Une interview de l'écrivain Arturo Pérez Reverte publiée sur le site de l'Express a retenu mon attention. Deux hommes de bien, son dernier roman célèbre la grande aventure des Lumières et le triomphe de la raison. En ces temps d'incertitude, de bing-bang politique, il est bon de raviver la flamme des idées. Pour l'auteur, les Lumières restent l'événement majeur de l'histoire culturelle, politique et sociale du monde, plus encore que la Révolution. Deux hommes de bien d'Arturo Pérez Reverte aux éditions du Seuil, fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Les titres. Existe-t-il une contre-culture en Corse? C'est notre séquence point de vue avec Marie-Jo Arrigui-Landing et Paul Tourki-Doriane, suivi du décryptage focus sur le mouvement contre-culture avec Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. J'accueille Marie-Jo Arrigui-Landing et Paul Tourki-Doriane. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marie-Jo. Bonsoir. Bonsoir Paul. De la contestation politique dans les années 60 au militantisme contre la finance mondialisée en passant également par l'avènement du numérique, tout cela fait partie de ce que l'on appelle génériquement la contre-culture, ces mouvements qui n'ont cessé de transformer et qui continuent de transformer la société. Selon vous, c'est avec vous, tiens Paul que je commence. Pour ne pas changer, selon vous, existe-t-il une contre-culture en Corse? En tout cas, qui participe à cette idée-là que la société se transforme grâce à la culture? Oui et non. Alors, ouais, je suis toujours à la normande. Hein. Peut-être bien plus, peut-être bien con. Non, disons que le problème, c'est que des fois, on essaie d'appliquer des concepts qui sont, c'est vrai, assez universels, mondiaux, oui, etc., à un territoire qui est assez particulier. Non, je pense qu'à l'heure actuelle, déjà, il faut se poser une question, c'est existe-t-il une culture corse encore? Encore une fois, au niveau de la langue, au niveau de l'esprit, au niveau, etc. Surtout après, je dirais, les ravages de la colonisation intellectuelle et mentale depuis 250 ans. Maintenant, au niveau Marie-Jo qui sourit et qui, qui s'énerve. Prêtez le fer, hein, si vous ça. Et donc, est-ce qu'on n'a pas trop subi cette influence-là? Et est-ce que finalement, on n'a pas été adouci, lissé dans le poil? Ce qui fait qu'on fait émerger des mouvements culturels. Hein. On l'a vu dans les années 70 avec le Riaquiste, ou maintenant avec d'autres artistes. Et est-ce que finalement, on n'évite pas la contre-culture de manière, je dirais, consciente, parce que effectivement, c'est une société de porosité où tout le monde se connaît, où le politique côtoie l'artiste, qui côtoie le boulanger, qui côtoie l'étudiant, qui côtoie. Et ça devient très délicat de remettre en question les grands courants politiques de pensée, ou les grands faits de société en Corse, comme le clanisme pendant longtemps. Il était difficile de dire, tiens, je vais caricaturer, faire un portrait de tel candidat en train de promettre un emploi ou un terrain au bord de mer. Donc, une contre-culture qui remette en question, je dirais, la société, ses tenants, pas vraiment. Il y a sporadiquement, effectivement, des remises en question de la culture corse. On le voit musicalement, par exemple, avec les groupes de rock corse qu'on a eus, qui ont dit, bon, maintenant, la padier, là, le quadri ou tout ça, bon, ça va, on va essayer de faire quelque chose d'un peu à contre-courant, pour pas dire contre-culturel. Et donc, ils se mettent à faire du rock avec Frédéric Cantompier, Tridoré Housset, enfin voilà, tous ces artistes qu'on connaît bien. Voilà, dans le dessin, alors il y a la Piazzetta aussi, qui a été un gros phénomène contre-culturel, qui eux, par contre, ont pris le parti justement de rire et de magagner, comme on dit, les pouvoirs politiques ou les grands tenants de la culture, les grandes figures culturelles ou les grands courants de société, et d'en faire un petit journal qui paraît de manière mensuelle. Qui marche très bien, hein. Qui marche très bien, qu'il faut soutenir au cas où, si les gens veulent le soutenir, parce qu'il faut que ça existe encore, et qui même maintenant encore fait œuvre justement de contre-courant quand tout le monde se découvre, par exemple en Corse, nationaliste, surtout depuis peu. Et donc ils sont encore un peu les garde-fous comme ça, mais c'est très sporadique, il n'y a pas vraiment de phénomène contre-culturel, comme on a pu le voir aux États-Unis à travers les comics, ou à travers la littérature, ou la peinture, ou le cinéma. Ou en Angleterre avec les mouvements punk, par exemple. Donc la contre-culture en Corse, c'est encore des phénomènes très sporadiques parce qu'il y a cette porosité de la société. C'est très délicat d'être un artiste contre-culturel quand on a son cousin au conseil général. La promiscuité et la proximité fait que la contre-culture, le courant contre-culturel en Corse n'existe pas, Marie-Jo? Si, ça pourrait exister. Mais c'est vrai que sur Piazzetta, c'est un exemple qui est à la fois bon et mauvais parce que c'est à contre-courant, c'est vrai, mais c'est complètement culturel. La magagne et le scherzo, et cette manière de dire par l'humour les choses qu'on ne peut pas dire
en face à face, parce qu'il y aurait peut-être des implications et des conséquences. Donc c'est vrai qu'en même temps, contre-culture ou pas, parce que finalement, c'est quelque chose qui existe complètement dans la culture corse. En revanche, le Reacquist, à un moment, effectivement, s'est positionné un peu comme No Punk, finalement, en réaction effectivement à cette culture lycée et de plus en plus française. Pas que française d'ailleurs, parce que c'est vrai que les Corses aussi avaient fait un choix de chansons, en langue corse aussi parfois d'ailleurs, mais de chansons qui rentraient quand même dans une sorte de variété, de chansons napolitaines. Teinté de folklorisme, Alors, tout à fait. bon teint. Et c'est vrai qu'en revenant, parce qu'il y a un retour à la culture, c'était une chose, mais il y avait aussi une proposition. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle proposition avec un type musical, du graphisme, du théâtre, de la poésie. Il y a ça quand touchait même tous les arts. On le réduit trop souvent à la musique, mais ça touchait vraiment toutes les formes tout d'art. ça. Oui, Et oui. on avait eu tendance un petit peu à sacraliser Oui, c'est en vrai. Corse. Et donc on avait les enregistrements de Félix Guilici, par exemple. Voilà, c'était comme ça, c'était gravé dans la cire, enfin dans le vinyle. Et on touchait plus. On rechantait ça inlassablement avec les mêmes notes, les mêmes fausses notes, même parfois que les gens qui avaient chanté à l'époque. Et là, il y a eu une proposition vraiment de création. On a fait un pas. Alors allez-y. On a fait un Non, petit pas. alors moi, le truc que j'ai avec le Riaquist, c'est que le Riaquist, c'est effectivement un phénomène culturel, mais essentiellement politique. C'est-à-dire que le Riaquist, ce sont des Souvent, gens... hein, la contre-culture est souvent teintée de politique. Oui, sans le vouloir, alors qu'eux se reconnaissaient partisans, c'est-à-dire qu'ils avaient une cause, un objectif politique clairement défini, et que ça passait par la chanson, et c'est la chanson souvent, parce que majoritairement c'est elle qui a amené les jeunes à s'inscrire dans une démarche politique, qui a fait que c'est la plus représentative de cette époque-là. Sauf que le Riaquist, c'est un pari politique, un parti pris politique, j'ai envie de dire, qui remet en cause justement certains fondements même de la culture corse. C'est-à-dire, par exemple, les instruments traditionnels qui disparaissent pratiquement complètement, à l'exception près, par exemple, de groupes comme Caramusa. On n'entend plus parler de chalamela, de pire, ou enfin d'instruments traditionnels. Et qu'est-ce qui se passe ? On a fait un peu ce qu'ont fait les Africains du Sud lorsque l'apartheid s'est arrêté. Ils se sont dit, que nous reste-t-il de notre société d'autrefois ? On s'en souvient plus trop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des choses qui nous ressemblent, la guitare sud-américaine, telle manière de chanter, tel chant, etc. Et on a fabriqué une néoculture, qui certes reprend des éléments de la culture corse, mais c'était une néoculture. Et cette néoculture s'est faite culture pour devenir culture majoritaire. Aujourd'hui, qui oserait remettre en question les sacro-saints disques de Cantopopologos ou je sais pas moi, de n'importe quel groupe culte corse. Et je pense que cette culture, qui était une contre-culture, s'est faite effectivement en courant monolithique, et que c'est aujourd'hui l'intérêt et tout toute la foi qu'on peut mettre dans l'avenir, c'est de remettre en question ça. La vraie contre-culture corse, si je peux donner un avis personnel... Vous êtes là pour ça. Merci. C'est celle qui, justement, va ramener au jour d'aujourd'hui des traditions qui ont été perdues, voire qui ont été sciemment négligées pendant le Riaquist, parce qu'effectivement, les guitares sonnaient trop napolitaines, sauf que l'influence de la musique napolitaine sur la musique corse, elle est phénoménale. Le Dio di Salve Regina est un chant religieux napolitain. Donc, cette contre-culture-là, elle ne va pas innover, elle ne va pas aller chercher... Elle peut le faire, mais je pense que son but réel, c'est pas d'aller chercher une nouvelle façon de graffer un mur. On en parlait un peu tout à l'heure. Et on va en parler ensuite avec Marie-Ange. Ou une façon de choses, même s'il y a du travail formidable qui est accompli, comme par exemple Marcelli, qui est un peu aussi dans la lignée de la Piazzetta. On reconnaît même parfois les codes avec Welcome to Corse, la bonbonne de gaz qui lui avait C'est plein de dérision, hein, un petit incident avec les gendarmes en Balagne. Mais voilà, mais ils vont surtout chercher l'éminemment traditionnel, justement, dans ce fond cuit, Ligi. Et ils le ramènent aujourd'hui avec les nouvelles technologies, une nouvelle façon, justement, de propager, de diffuser, de créer. Je pense que l'intérêt du site de contre-culture corse, il est là. Mais on ne peut pas quand même ignorer qu'au moment du Riaquist, il y avait eu une rupture quand même, une grosse rupture. Donc par exemple sur la Cetera, il y a quand même eu des années et des années d'études pour essayer de savoir comment cet instrument était accordé, comment on en jouait. Donc la rupture a fait aussi qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faciles. Il a fallu revoir la guitare portugaise, revoir tout un tas de choses. Et c'est pareil en langue. Dans la langue corse, il y a eu une rupture qui à un moment fait que maintenant on est obligé d'inventer ou de réinventer tous les mots, par exemple, je sais pas, scientifiques, parce qu'à un moment, on est passé du rural, d'une langue très rustique, la langue vernaculaire telle qu'elle était, à une langue maintenant qu'on voudrait être une langue qui a oublié son évolution. Donc il y a un moment où c'était peut-être pas un rejet, mais c'était peut-être une impossibilité aussi de revenir. Tout à fait. Il y avait effectivement ce pan-là aussi, il y avait une forme d'impossibilité, puisqu'une fois que c'était effacé, c'était effacé. C'est très expérimental, Caramusa. C'est vrai qu'après, comment faire les flûtes, comment les
les accordés, je ne sais pas si on peut dire accordés Non. pour les picots, percer pour faire exactement les notes que l'on veut, comment c'était fait à l'époque. On a des super gravures, mais la gravure, ça ne donne pas le son. Tout à fait. Alors, une définition qui va peut-être vous mettre d'accord, quoique pas sûr. C'est une définition de Marcello Frediani, qui est docteur en sciences sociales, spécialiste des mouvements issus de la contre-culture. Elle est intéressante pour comprendre aussi l'idée politique qui se cache derrière ce courant de créateurs, avant tout. L'essence de la contre-culture est de mettre en échec les valeurs fondamentales, culturelles et morales de nos sociétés, de mettre en échec. Cette expression-là, ce terme-là, il est essentiel pour comprendre les fondements des mouvements contre-culturels. Là, vous avez envie de toutes les... Voilà, vous en les priez, starting allez. blocks. C'est évident que la contre-culture se met en opposition. Par contre, elle n'est pas toujours nihiliste. C'est pas, tout le monde n'est pas punk, il n'y a pas no future pour tout le monde. Il y a parfois Pas des du destroy, propositions. C'est pas tout destroy. Et c'est vrai que par exemple sur la culture hippie, qui était très, effectivement, qui avait l'air de ne pas avoir de lendemain, elle était pacifiste, elle était pour la libération sexuelle. Il y avait des vraies valeurs aussi qui étaient portées. Donc c'est vrai que ça fait avancer, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, ça fait avancer et bouger le monde. Donc on est contre des valeurs, mais à mon avis aussi, pas forcément pour ne pas les remplacer par d'autres valeurs. Oui, ouais, je suis plus ou moins d'accord. Oui, c'est miracle. bizarre. Non, effectivement, la contre-culture, elle n'a pas besoin d'effacer quelque chose pour s'imposer elle-même. Bien sûr qu'avec le temps, en général, on l'a vu, les contre-cultures se font culture. Voilà, quand On parlait du graffiti, oui. On parlait du graffiti, on parlait, voilà, si par exemple les Sex Pistols, le guitariste vient à Bastia au théâtre devant 900 personnes sans m'en cracher sa bière sur le public, c'est qu'à un moment donné, il est devenu un peu mainstream lui aussi. Non, la contre-culture, elle est là pour effectivement emmener des pistes de réflexion et pour être un contre-pouvoir. C'est-à-dire que la pensée majoritaire n'est pas forcément celle que l'on va avaler parce qu'on nous propose autre chose. On nous propose une autre lecture, on nous propose une autre lecture de la société, ce que fait par exemple Marco Biancarelli à travers ses œuvres, à travers le filtre américain, puisqu'il s'est un passionné de littérature qui américaine. aime la littérature issue de cette contre-culture-là américaine, Voilà, dans qui les aime années cette 70, littérature-là. 70, bien sûr. On a eu aussi des magazines comme Amagagne, justement, qui étaient un peu contre-culturels, qui prenaient à contre-pied la société. Voilà, c'est des étudiants souvent qui participent, etc. Mais ils font des propositions parce qu'ils explorent des pistes qui ne sont pas visibles pour le tout venant, enfin pour le commun. Et c'est ça qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle explore toutes ces voies-là, surtout avec les nouvelles technologies et la société de réseau que l'on a aujourd'hui. Mondialisation oblige, numérisme Voilà. de la société, instantanéité de l'info, tout va tellement vite Je dirais que c'est plus difficile. c'est beaucoup plus difficile, mais c'est l'antivirus qui va combattre bien la sûr. maladie parce que, justement, la contre-culture, parce qu'elle est encore sporadique, surtout ici, elle va amener justement des solutions sur certaines pensées un peu, on dira, fascisantes. Alors, je vais tourner. Vous connaissez Paul, évidemment. Vous connaissez Paul qui vient régulièrement dans cette émission. Il aime mettre le feu, battre le fer et en tout cas tremper la plume ou en tout cas l'oralité dans la plaie. C'est comme ça qu'on peut le dire. Juste, selon vous, est-ce que vous avez le sentiment que certains artistes, alors si on prend un secteur que vous connaissez bien, Marie-Jo, les arts graphiques notamment, vous avez le sentiment que les artistes insulaires, la nouvelle génération, on a parlé de Marcellet, puis il y en a d'autres, Jean-Olivier Chaffray, nous en reviendrons, Fabrice Martinez, Anto, fils de pop, évidemment, sont politiques. Mais alors politique au sens vraiment, je m'occupe des affaires de la cité, ça m'intéresse, j'interpelle l'opinion publique. Oui, mais ça, c'est le rôle de l'artiste aussi, je trouve, un peu naturel d'être un porte-parole d'idées qui sont des idées un petit peu novatrices, de mettre aussi justement un peu la plume dans la plaie parfois et de montrer les choses. Donc là, moi, je les inscris plus tellement dans la contre-culture. Je trouve ça vraiment passionnant ce qu'ils sont en train de faire, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont dans la contre-culture. Je pense qu'ils utilisent leurs médias, comme souvent les artistes, pour dire quelque chose. C'est pas... Qu'ils l'utilisent bien d'ailleurs. Et qu'ils l'utilisent très bien. Mais c'est très bien, donc du coup, ils s'inscrivent complètement à mon avis, dans l'histoire de l'art. Ça, c'est très bien. Il faut avancer les choses. Maintenant, ils ne sont pas forcément... Puis ce qui est étonnant dans les mouvements de contre-culture, c'est que souvent, ça se transforme en mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui décidez d'un seul coup que quelque chose vous déplaît. C'est qu'il y a vraiment cette espèce de fédération de gens. Et voilà, à un moment donné, à un instant T, on ne sait pas exactement pourquoi. Là, pour l'instant, je ne pense pas qu'on l'ait particulièrement. C'est très bien que tout ça existe. Et je pense que la culture... la mondialisation nous permet aussi de connaître ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas une mauvaise chose. On aura peut-être des réactions quand on aura une société un peu trop acculturée. Acculturée, ça ne veut pas dire sans culture. Ça veut dire
enrichi des cultures des Bien autres. sûr. Alors c'est vraiment dans les années, pour un point d'histoire, c'est vraiment dans les années 70 où la contre-culture a connu une véritable force émancipatrice aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. D'ailleurs, on réduit trop souvent aux États-Unis, mais c'est en Angleterre également, aux États-Unis évidemment. C'est là où la chape de plomb politique était très forte. Oui. Et c'est là où la culture, les artistes ont bataillé, en tout cas, ont essayé de donner une autre vision de la société. Hein. Alors, il y a un double phénomène, c'est qu'effectivement, la chape politique, moralisatrice, c'est mieux, moralisatrice et politique était extrêmement forte, libérale, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, et la consommation ne battait pas son plein. Exactement. Aujourd'hui, on est dans le phénomène inverse, c'est-à-dire que c'est la consommation qui est devenue une chape politique presque, et moralisatrice, et le politique s'efface un peu derrière ça, c'est une nouvelle forme de néolibéralisme, c'est-à-dire qu'il s'efface devant justement les grands courants mondiaux de consommation, et ça fait extrêmement peur. Ça fait extrêmement peur, pourquoi? Non pas parce que la vague arrive, mais parce que j'ai l'impression qu'on continue à siroter le soda en regardant la vague déferler. Et en Corse, on est très très soumis, on est une population qui est extrêmement soumise à la consommation. On le voit notamment sur les chiffres de la précarité, les prêts à la consommation, et puis sur l'enfant roi aussi, on le sait tous, n'est-ce pas Philippe? Voilà, vous verrez, hein, certains téléphones portables à 700 € pour Noël. Voilà. Et comme nous sommes très soumis à cette consommation, il est vrai qu'il est difficile, à la fois à cause de cette porosité dont on parlait tout à l'heure, et de ce souci de consommation qui est très méditerranéen, mais il est très difficile de voir émerger vraiment des courants pertinents qui en plus ne recherchent pas à être connus. Parce que la contre-culture ne cherche pas à être connue, elle cherche à faire mal. Oui. Elle cherche pas à détruire, mais à casser. C'est un peu Nietzsche à l'époque qui disait philosophie au marteau. À la fois pour détruire et pour reconstruire le marteau. Et donc voilà, et nous on a un peu de mal avec ça parce qu'on est encore bien endormis. Alors, existe-t-il une contre-culture en Corse? Nous avons, vous y avez répondu en partie, mais c'est la règle de l'émission, il faut résumer sa pensée, que c'est difficile de résumer sa pensée en 40 secondes et donner ses arguments. Marie-Jo. Bah écoutez, voilà, au fil de l'histoire, il y a peut-être une contre-culture. Moi, je la vois quand même aussi dans le Reaquist, qui a quand même fait évoluer les choses d'une manière assez violente, avec un discours politique derrière. Mais c'est vrai que très souvent, les mouvements de contre-culture ont un petit discours politique. Aux États-Unis aussi, autour d'Andy Warhol, ce qui a pu se passer, de Basquiat, etc. C'était quand même aussi très politisé et ça cherchait aussi quand même à faire reconnaître les différences et à faire avancer la société. À l'heure actuelle, je trouve qu'on ronronne un peu. Donc, on a de très bons artistes, on a des bons lieux de rock, des bons lieux d'exposition, enfin, peu de lieux d'exposition, de bons artistes, très peu de lieux d'exposition. Mais pour l'instant, je trouve qu'on n'est pas vraiment dans une contre-culture avec ce côté un petit peu révolutionnaire. Voilà, je pense que ça, on peut faire mieux. Paul. Fou, c'est la bourre. Oui, non, il y a aussi un côté à la contre-culture qui est un peu cette espèce de phénomène de marginalisation. Et c'est vrai qu'en Corse, on est dans une société qui, malgré le chaos permanent qu'elle semble manifester, est très très organisée, très très hiérarchisée. Et se mettre en marge dans cette société-là, c'est pas évident, même quand on a une démarche artistique, voire quand on a une démarche politique. Donc effectivement, on a du mal à voir une contre-culture émerger en tant que contre-pouvoir, en tant que, je dirais, petit poignard, petit stylet qui va poignarder comme ça de temps en temps, ou tarauder les fesses des gens pour les réveiller, leur dire « Regardez, il y a d'autres chemins, ce chemin-là, personne ne l'emprunte et c'est celui-là que l'on doit suivre ». Et il n'existe pas parce que nous sommes, encore une fois, très soumis à la consommation. Nous sommes un peuple qui consomme beaucoup et parce que, effectivement, nous sommes une société de porosité. Merci beaucoup à vous deux d'avoir échangé sur cette question. Poursuivons notre décryptage, notre analyse des mouvements issus de la contre-culture entre presse underground, courants musicaux. C'est le débrief de Pendant le 20h avec nos deux esprits critiques, Marie-Ange Philippe et Marcel Petriccioli. Bonsoir à vous deux, bonsoir Marie-Ange. Bonsoir Marcel. Bonsoir Philippe. Marie-Ange, côté musique. Oui. Vous avez décidé d'aborder ce débat. Oui, parce que c'est le côté que je connais le mieux, vous le savez. Donc, pour un petit rappel, la contre-culture musicale, en tout cas, a toujours existé, même dans les années 70, avec le groupe, par exemple, Rialt, ou dont le spectre plane toujours sur la création insulaire. En tout cas, si elle existe... C'est bien de le mentionner. Oui, elle réside surtout dans les forces vives individuelles plutôt que dans un réseau structuré. Alors, comme partout dans le monde, la production musicale s'est démocratisée.
développé, l'autoproduction encore plus, et on peut faire écouter des titres à Tokyo, à New York ou à Sydney en étant anti-Vox ou Vox, n'importe quoi, Tox ou Vix. Oui. Donc c'est dans cette optique que le label Sons of Beaches est créé, après quelques nuits de biture entre AFDC et le groupe Casablanca Drivers. Ça a été le début d'un label de musique alternative qui continue de sévir et qui a révélé des groupes comme Icy Child, From Island, I Angle Shot, les Casablanca Drivers, ou très récemment le jeune trio ajaxien OSA1 qui sort un album, qui l'a sorti là ces quelques jours. Côté Bastia, on a le Disco ou Disgrace qui organise des soirées qui s'appellent Loaded ou Play It, où ils font danser les gens jusqu'à 8h du matin. Et ce sont les auteurs de mix légers et savoureux. On en écoute quelques petites secondes parce que c'est trop bien. La chanson c'est Dolce Vita, mais je ne me souviens plus du nom de... Moi non plus, je l'ai noté sur ma fiche que j'ai oublié derrière en plus. Donc, vraiment. Paul, si tu es derrière, tu peux nous le souffler. Donc, en tout cas, si la contre-culture musicale corse existe, c'est par la volonté, je l'ai dit, d'un petit réseau qui n'est pas forcément aidé, parce qu'entre les bars trustés par les reprises de Jean-Luc Lahaye et le peu de volonté politique, et d'ailleurs, c'est un des engagements de certains artistes qui ne veulent pas demander de subventions ni d'aide publique. Ils ont assez de mérite d'exister pour ça. Et je voulais aussi souligner le mérite d'une structure qui s'appelle La Montagne, d'une salle de concert, qui est peu organisée, mais qui a le mérite d'exister, à Ajaccio, à Pietralbe, et qui organise des soirées tous les mois, dont une LGBT, dernière transition contre-culturelle en Corse, le 27 mai. À vous, mon cher Marcel, là, vous nous faites énormément plaisir. Vous pouvez pas parler des comics, Les comics et contre-culture de Jean-Marc Lenné aux éditions Confidentielles. Deux petits mots sur Jean-Marc Lenné, juste pour dire que c'est un des plus grands spécialistes français de la bande dessinée, qu'il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet. Je vais en citer deux, Nos années étranges. Et un dont le titre va vous plaire, Philippe et à Paul, c'est Stanley, Homer du XXe siècle. Ah ben voilà, ça c'est un titre pour Paul Touré-Doyen, Stanley, Homer du XXe siècle. Nous ferons un débat, Stanley est-il vraiment le Homer du XXe siècle? Alors pour expliquer pourquoi les comics sont à un moment donné devenus vraiment une forme de contre-culture grandissante, ils remontent à l'histoire des comics. Au tout début, c'était de la sous-culture carrément. Ouais, de la subculture. Subculture, on les traitait de tous les mots, délinquance juvénile, c'était plus que douteux. Et puis il y a eu l'émergence des comics underground, on est dans les années 50, et surtout l'émergence d'un magazine underground, The Magazine, c'est Mad. C'est le magazine Mad, c'est l'incarnation de la contre-culture. Il faut au moins une fois avoir feuilleté le magazine Mad. Dans Fuite glaciale et le pendant français, Gottlieb l'a toujours dit, c'est inspiré de Mad. Donc voilà, il va nous dire pourquoi. Donc cette émergence de contre-culture a permis à toute une génération d'artistes indépendants de naître, toute une génération de gens de prendre conscience qu'il y avait autre chose. C'est important. On est dans les années 60, 50. Mad, ça commence en 50. Donc la contre-culture en bande dessinée, c'est même avant la contre-culture en littérature. Ça a commencé aux États-Unis. Et vraiment, ça a permis vraiment l'éclatement de toute une série d'artistes. Et il revient sur ce qui se passe en ce moment. Alors en ce moment, on parle plus de contre-culture, mais on parle plus de pop-culture concernant les comics. Ça a été complètement banalisé et assimilé. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, alors il y a l'aspect historique, mais c'est surtout l'aspect sociologique et culturel. Il insiste beaucoup là-dessus. Ce qu'a apporté cette contre-culture dans les années 70. Ça a permis vraiment à des artistes de prendre conscience et de s'engager. Il relie toujours ça aussi à un aspect sociétal. En fait, on voit tous les mouvements de la société aux États-Unis, on les suit à travers les héros de papier. Et ça, c'est assez fascinant. C'est très bien écrit, c'est très clair, très pédagogique. C'est d'une fluidité remarquable. Franchement, si on veut comprendre le mouvement de la contre-culture, l'importance qu'a eu ce mouvement de la contre-culture dans la bande dessinée aux États-Unis, le bouquin de Jean-Marc Lenné,
c'est vraiment une bible. Et puis il faut plonger dans les comics, et surtout avec le plus grand philosophe de tous les temps, le surfeur d'argent. C'est essentiel. Ah là là. Alors Marie-Ange, quelques mots rapidement sur quelques street artistes insulaires. Il y a Vanilla Vancherin, il y a Fabrice Martinez, Jean-Olivier Chaffray notamment, qui investissent les murs d'Ajaccio et de Bastia avec leur création. Oui, alors ce qui est curieux et intéressant, c'est que le street art, de manière internationale, n'est plus une contre-culture. Il commence justement à s'institutionnaliser. Et ici, c'est le début d'une contre-culture. Alors, vous les avez cités. Ils se regroupent en espèce de collectif. Là encore, c'est pas encore très organisé, mais ils font plein de choses ensemble. Et on peut les voir notamment sur les gares de Bastia et d'Ajaccio. Et dans la rue Étienne Comte, il y a 2 très belles œuvres de Rust et Mako. Immense Rust. Magnifique. Immense Rust. Et il y a aussi un lieu dédié à cet art qui est l'Étrange Atelier, art graphique et numérique. Et ils sont en train de créer un projet qui s'appelle Grizzly Lee, qui musique, art graphique et numérique. Oui, Voilà. l'Étrange Atelier, c'est intéressant de le signaler. On n'en parle pas assez, c'est important de le mentionner. C'est un espace de création total. Oui, c'est total. Nous aurions pu parler d'un autre ouvrage, Contre Culture, 1969-1989, L'Esprit français, direction Guillaume Desange, à la découverte. Mais nous y reviendrons, Marcel, évidemment, parce que nous évoquons encore la pop culture, la contre-culture, la subculture, choisissez le terme que vous voulez. Je vous laisse le choix des mots. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse Vie Astel, évidemment. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.